Alors, merci beaucoup, mon frère Zorun Zohra. Merci à tous les invités sur ce panel et surtout merci à ces jeunes qui ont laissé quand même une partie de leurs occupations, de leurs distractions et pour nous suivre ce soir. Eh bien, je vais peut-être vous étonner ce soir, mon frère Zorun. Euh, je serai beaucoup plus académique ce soir, beaucoup plus andragogue. Je serai un andragogue ce soir. Je ferai un peu de la pédagogie parce que vous avez énoncé des notions qui sont très, très importantes. Et je pense que la méconnaissance de ces notions fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne comprennent pas le combat panafricaniste. Vous voyez? Et vous parlez de souveraineté. Vous parlez de souveraineté. D'abord, vous parlez de gouvernance et souveraineté et jeunesse. Moi, je vais peut-être commencer par la souveraineté avant de parler de gouvernance et maintenant parler du rôle de la jeunesse dans tout ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, la souveraineté politique est un mot qu'on répète simplement comme un slogan? Parce que il y a beaucoup de ces clébés. Excusez-moi, c'est fraternel que je le dis. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on parle de souveraineté, c'est un simple slogan, c'est juste un cri de bataille. Non. Je voudrais qu'on se redéfinisse ce qu'on n'entend pas souveraineté. Et là, je vais commencer peut-être par un extrait que Jean Bourdin donnait à la définition de souveraineté. Et selon Jean Bourdin, la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Notez quelque part. Je ne prends pas les auteurs au hasard. Peut-être que c'est une déformation professionnelle étant donné que je suis juriste. Ici, on parle de souveraineté. On dit ici que la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. La puissance absolue. Alors, si cette souveraineté appartient au peuple, comment comprendre que nos nations africaines, comment comprendre que le Bénin, après plus de 60 ans d'indépendance, dépend encore des décisions prises ailleurs? Et nous allons comprendre tout à l'heure la dangerosité de laisser nos dirigeants prendre des décisions d'ailleurs pour nous les impliquer, pour nous les appliquer. Alors, lorsqu'on parle de souveraineté, pour moi, le russe, la notion la plus importante pour moi en souveraineté d'abord, c'est l'éducation. Parce que, quelle est aujourd'hui la plus grande richesse au monde aujourd'hui? La plus grande richesse au monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Quelles que soient nos matières premières, la plus grande richesse qu'un pays puisse avoir, c'est la connaissance. Et la connaissance, qui détient la connaissance? Ce sont les humains. Donc, il n'y a de richesse que d'hommes. Et c'est justement pour ça que la souveraineté commence d'abord par l'éducation. On ne peut pas diriger un pays sans se demander dans 10 ans, dans 20 ans, quelle catégorie de citoyens nous voulons avoir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gouverner sans planifier dans 10 ans, dans 20 ans, quel genre de jeunes nous voulons sortir, avec quelle capacité intellectuelle. Et quand on parle d'éducation, ne pensez pas que c'est simplement l'école. Moi, j'implique dans l'éducation aussi une rééducation des adultes. Parce qu'il y a beaucoup de nos adultes. Nous sommes beaucoup à être mal éduqués. Parce qu'un adulte mal éduqué ne peut que mal éduquer les enfants. Et ça va de génération en génération. Donc quand on parle de souveraineté, il faut partir
de l'éducation. Et quand on parle d'éducation, il faut aussi aller dans les églises. Je ne peux pas être gouvernant, président d'un pays sans savoir quels sont les enseignements qu'on met dans la tête de mes citoyens dans les églises, dans les rassemblements, un peu partout, dans les familles. Les petits enfants éduqués dans les familles, en tant que gouvernant, je dois m'impliquer, je dois savoir comment on les éduque. Parce qu'ils sont l'avenir d'un pays. Donc, ça part de l'éducation. Après l'éducation, moi je classe la santé. La santé en matière de souveraineté. Aujourd'hui, nous avons le chef d'État qui honteusement, ils vont se soigner en Occident. Et ils sont fiers de le dire. Mes chers amis, au-delà de tout, est-ce que vous savez que la santé d'un chef d'État est un secret d'État? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que par la santé d'un chef d'État, on peut le faire chanter? On peut rendre malade un chef d'État et le faire chanter par les remèdes si ce chef d'État est dépendant de l'Occident, des services sanitaires occidentaux. Donc, c'est très important. Dans la santé, nous avons la politique sanitaire réservée à tout le monde. Qui peut nous dire ce que contiennent aujourd'hui les vaccins qu'on envoie en Afrique? Qui peut nous dire qu'au Bénin ou en Afrique, nous ne sommes pas des laboratoires à ciel ouvert, des cobayes? Qui peut nous dire cela? Qui peut nous dire qu'on ne nous donne pas gratuitement des maladies pour venir nous vendre après les produits pharmaceutiques? Et si ces produits pharmaceutiques pouvaient nous permettre de nous guérir, ce serait bien. Il y a même des produits pharmaceutiques qui nous maintiennent dans la dépendance. C'est-à-dire que tu dois prendre ça à vie. Donc, on dépend à vie. C'est ces personnes-là qui détiennent notre vie. C'est ça la souveraineté. C'est pourquoi, après la santé, il faut aller dans l'économie. La question de monnaie, je ne vais plus revenir sur ça. Vous savez déjà, vous en avez tellement parlé. Donc, je ne vais pas trop développer cela. Et après ça, il y a la sécurité. C'est vrai, j'ai cité la sécurité en dernière position. Mais pour avoir tous les autres critères de souveraineté que j'ai cités, il faut d'abord, par la sécurité, par la force militaire, instaurer sa souveraineté, la souveraineté du pays. C'est vrai que la sécurité, pour moi, vient en dernière position, mais je pense que c'est par la force des choses. C'est en étant fort militairement. C'est en faisant de très bonnes alliances que nous allons dresser le nid à tout ce que j'ai cité précédemment. Et c'est justement pour ça que nous devrions comprendre les pays de l'AES dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont maintenant la souveraineté politique. Maintenant, ils doivent travailler maintenant à avoir les autres formes de souveraineté qui est l'éducation, la santé, l'économie et le reste, j'en passe. Alors, venons sur la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? La gouvernance, c'est la manière dont un pays exerce son pouvoir. C'est la manière dont un pays gère ses ressources et répond aux besoins de sa population. La souveraineté politique, elle signifie le droit pour un peuple de décider librement de son destin sans tutelle extérieure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Notre continent qui est riche de pétrole, de gaz, de cacao, de l'or, du coton, j'en passe, et pourtant, nous restons dépendants. Nous avons encore des accords militaires et économiques hérités de la colonisation qui continuent d'orienter nos politiques.
Vous avez vu le cas du Niger. Le Niger qu'on a toujours pris comme le pays le plus pauvre au monde. Lorsque les souverainistes ont repris leur pays, qui aurait cru qu'aujourd'hui, la France serait en train de commander les ressources du Niger? Qui aurait cru? Un pays qu'on a décrit comme pays pauvre. Cela montre que c'est la gouvernance qui détermine la capacité d'un peuple à transformer son destin. Donc, un peuple souverain, ça ne suffit pas. Lorsque vous arrachez votre souveraineté, il va falloir mettre en place de très bons gouvernants. Et ce n'est pas le gouvernant qui vous donne la souveraineté, qui vous arrache la souveraineté comme un cadeau. Ce n'est pas au gouvernant que vous avez mis au pouvoir, qui va dire oui, j'ai fait tout pour couper les liens avec la France, j'ai fait tout. Non, 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 ce n'est pas lui. Parce que tant que les gouvernants vont penser que c'est à eux de nous donner la souveraineté comme étant un cadeau, ils vont nous donner cette partie ou bien cette façade de souveraineté juste pour nous embrouiller. Il faut que le peuple soit clair avec le gouvernant que c'est lui-même qui réclame cette souveraineté et que le gouvernant est là simplement pour faire ce que le peuple veut. Point. C'est ça, la gouvernance. La gouvernance, c'est que le peuple puisse donner l'orientation et le gouvernant est là pour exécuter. Le gouvernant n'est pas un Papa Noël qui viendra chanter, oui, je vous ai construit des routes, je vous ai fait... Non, 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 non. On a mis les moyens à ta disposition, tu as un salaire, on a mis, comment on appelle, un projet en place que tu exécutes sur 10 ans, sur 20 ans, ainsi de suite. Alors, si nous avons compris ces notions de gouvernance et de souveraineté de gouvernance, aujourd'hui, à quoi sert la jeunesse dans tout ceci? D'abord, c'est sur ce côté que mon frère Habib et moi, on ne s'entend pas souvent. Pour moi, excusez-moi, hein, la jeunesse, pour moi, ce n'est pas un état physique. C'est un état d'esprit. Parce que nous voyons des jeunes physiquement qui sont vieux dans la tête. Il y en a plein. Il y a des jeunes qui sont vieux dans la tête, qui ne pensent pas, qui ne voient pas les enjeux géopolitiques du moment. Et de la même manière, on voit aussi de ces personnes qui ont déjà fini, qui sont vieux, qui sont vieilles du moins, qui pensent jeunes, qui nous accompagnent sur des lives. Nous avons des doyens qui passent par ici. Qui ont encore des esprits jeunes, qui pensent jeunes, qui sont encore vifs dans la tête. Donc pour moi, la jeunesse n'est pas un état physique. Et justement pour ça, que la jeunesse n'a pas à commander des places, ni dans les partis politiques, ni au niveau de l'exécutif. Non, 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 non. Tant que nous allons nous mettre dans la posture de celui qui réclame, celui qui commande, on va toujours nous considérer comme le faible. On va toujours nous considérer comme le faible. Parce que c'est le faible qui demande, qui commande. Oui, il faut... Non. Lorsqu'on est jeune, on s'organise et on prend le pouvoir. On s'organise, même si on est dans un parti politique, on s'organise et on s'impose dans le parti politique. Mais si on n'arrive pas à se comprendre, si on n'arrive pas à s'imposer dans les partis politiques, qu'est-ce qui amène tout ceci? Justement, c'est le problème d'éducation. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut voir le mécanisme par lequel les aînés, ces vieilles personnes, qui sont encore vieilles dans la tête, arrivent à nous maintenir dans leur domination. Les mécanismes sont simples, mon frère Zora. Les mécanismes sont très simples. Ils passent par les moyens financiers. Parce qu'ils savent que le jeune n'a pas encore suffisamment les moyens pour pouvoir s'imposer financièrement. Donc, ils vont confisquer les partis politiques, ils vont confisquer les postes décisionnels, juste parce que ils ont mis des barrières pour qu'un jeune puisse aller à ce niveau, il faudrait que le jeune puisse être bon financièrement. Vous voyez? Et c'est justement pour ça que, en tant que jeune, on doit se battre d'abord, on doit supprimer cette affaire de caution pour aller aux élections. Les cautions de 50 millions qu'on donne,
Et vous imaginez qu'en France, on paye à environ 15 000 euros et qu'au Bénin, on demande à ce qu'on paye 50 millions pour aller aux élections. C'est une manière pour dire la politique, c'est la chose des riches. C'est la chose des adultes. Donc, restez là. On va vous donner ce qu'on veut. Et c'est justement pour ça que la jeunesse doit s'imposer. Et ce n'est pas seulement ça. Hein. Il faut écrire ce que je suis en train de dire quelque part. Donc, on doit supprimer les 50 millions. Si, pour empêcher les candidatures, les candidatures, comment je vais l'appeler, un peu abusives ou exagérées, il suffit simplement de demander à chaque candidat d'avoir, comment on appelle, des parrainages directs du peuple. Quand je dis parrainage, c'est direct du peuple. Je prends Habib qui s'intéresse à la candidature, il met en place un système et puis 10 000 jeunes ou 5 000 jeunes va signer pour dire nous sommes d'accord, nous sommes prêts à accompagner Habib. Avec leur nom, leur carte d'identité, tout. Directement, c'est le peuple direct qui donne le parrainage, qui dit celui-là, nous avons confiance en lui. Celui-là a une base tout au moins de 5 000 personnes, de 10 000 personnes. Et là, on dépose candidature simplement. Vous voyez? Donc, cette affaire de caution, c'est une manière de discriminer la jeunesse. À part ça, mon frère Zorun Zora, autant ils nous ont discriminés, autant ils nous ont empêchés d'aller aux élections présidentielles. Vous avez vu, on dit, pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir plus de 40 ans. Je comprends la sagesse. Mais c'est en même temps une discrimination positive. À ce niveau, je ne vais pas demander qu'on supprime. Mais dans le même temps, nul ne rentre au Parlement s'il a plus de 50 ans. Ou on limite l'âge donné pour aller au Parlement. La jeunesse contrôle l'action gouvernementale. Les vieux, s'ils veulent exécuter, ils restent au niveau de l'exécutif. Les jeunes doivent rester au Parlement. Parce que on ne peut pas, les jeunes ne peuvent pas laisser un vieux de 70 ans, 60 ans, 70 ans et 80 ans décider de leur destin. Quelqu'un qui est finissant, quelle loi il veut faire voter? Il va faire voter une loi pour un jeune de 25 ans qui a encore un bon moment de vie, une espérance de vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, affaire de limitation d'âge, je peux comprendre parce que je suppose que pour aller au niveau de l'exécutif, il faut avoir un certain parcours, il faut avoir une certaine sagesse. Je peux comprendre la limitation d'âge à ce niveau. Mais dans le même temps, il faut limiter l'âge aussi pour le Parlement. Quelqu'un qui a plus de 50 ans ne doit pas rentrer au Parlement. Non. On doit limiter l'âge. À partir de 18 ans jusqu'à 50 ans, d'accord. Là, on aura des jeunes au Parlement. Et ce que je dis ici, ce n'est pas que nous allons commander cela. Non, c'est une révolution, à une révolution électorale que nous allons aller. Je suppose qu'en 2026, nous mobilisons. Et on demande les assises nationales. Aux assises nationales, nous sommes dans la salle. Ce n'est pas parce que nous allons constituer une force mobilisatrice et nous allons désigner des gens, des jeunes, vraiment représentatifs, qui vont décider à cette assise, voilà ce que nous voulons. Nous sommes majoritaires. Et nous irons à l'Assemblée nationale. Et arrivé à l'Assemblée nationale, nous allons voter ces lois-là. Nous allons voter ces lois pour limiter tout ce que nous voulons limiter. Ce n'est pas que nous allons commander aux députés qui sont là. C'est nous-mêmes qui allons voter. Nous allons rentrer à l'Assemblée nationale et nous allons voter les lois pour réorganiser notre pays. Parce que tant que nous allons commander aux vieilles personnes, ils ne vont jamais vous mettre en place une loi qui va les incriminer eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, ce n'est pas cette stratégie que nous devrions comprendre que vraiment, nous avons un grand rôle à jouer. Vous imaginez ce que ce gouvernement a fait à la jeunesse? Zorun Zora, regarde par exemple, on prend des jeunes, d'accord, j'ai compris, on prend des jeunes, un président qui vient au pouvoir, il va prendre je veux parler des jeunes qu'on appelle Gaïman par exemple, les cybercriminels, d'autres les appelleront, je pense que c'est un peu abusif de les appeler cybercriminels, bon, je préfère utiliser le terme Gaïman. Et je préviens les clubs qui sont ici, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la cybercriminalité. Je suis
dans une analyse purement technique. Alors, quelqu'un vient au pouvoir. Il envoie en prison des jeunes, la crème des crèmes de la population, on les envoie en prison, sans aucun accompagnement, on les envoie en prison. Et on les envoie en prison pour des infractions, pour la plupart, qui sont commises, pas sur le territoire béninois, mais en Occident. Donc, le gouvernement béninois prend les moyens de l'État béninois pour régler les problèmes de sécurité de l'Occident. Vous pensez que le Bénin peut sponsoriser la France pour que la France puisse arrêter, par exemple, des cybercriminels français qui mènent des activités au Bénin et puis les condamner à des peines pas possibles? Quand vous comparez les peines d'emprisonnement de ces jeunes pour les mêmes infractions, un jeune qui est en France qui fait la même chose et un jeune qui est au Bénin qui fait la même chose, vous ne voyez pas que c'est un peu baba ce que nos gouvernants font? C'est baba. Et il n'y a même pas une politique pour suivre ces jeunes, pour les accompagner professionnellement, pour les insérer professionnellement. Il n'y a rien. Donc, je vous dis, tant que vous n'aurez pas la souveraineté, c'est comme ça qu'on va s'impliquer dans votre vie. C'est comme ça qu'on va utiliser vos gouvernants à vous imposer des lois pas possibles. Et c'est justement comme ça qu'on va exploiter vos gouvernants à vous imposer un programme d'études qui tend à aliéner vos enfants. Parce que votre aliénation, l'aliénation de vos enfants, ça les conforte dans leur posture de dictateur. Ils ne veulent pas des jeunes réfléchis. Ils ne veulent pas des jeunes éveillés. Ils ne veulent pas des jeunes éclairés. Et c'est dommage, mon frère. Zoron Zora. Donc, je pense que nous devions, en tant que jeunes, revoir ces notions. La notion de souveraineté, la notion de gouvernance. Et quoi encore? Cette notion de la jeunesse. À quoi la jeunesse doit servir? Est-ce que nous allons être des marionnettes dans les partis politiques? Est-ce qu'on va nous donner de l'argent pour dire, bon, toi, va insulter Habib? Et puis oui, comme j'ai mon oncle, parce que comment les jeunes rentrent en politique? J'ai un oncle qui est dans un parti ou bien qui est ministre, qui est temps, on te bombarde. Tu n'as aucun parcours de militant, et puis voilà, on te nomme quelque part. Et c'est toi qui portes cravate, tu portes costume, et tu viens avec un comportement condescendant par rapport aux jeunes qui étaient militants depuis des années dans les partis politiques. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Regardez par exemple le Parti démocrate. Je vais envoyer une balle perdue là-bas. Vous allez voir bientôt Tchabi Yahi qui est... Vous regardez la posture de Tchabi Yahi. Regardez la position de Tchabi Yahi. Un exemple simple. Tchabi Yahi, regardez sa posture. Il a été militant où? Il a été militant où? Dites-moi. Pourtant, dans ce démocrate, vous allez voir des gens qui ont des années de militantisme, qui ont travaillé sur le terrain. Mais justement parce que lui, son père est le président, autant on le bombarde. C'est comme ça qu'on manipule la jeunesse. C'est comme ça qu'on manipule la jeunesse. Et tant qu'on doit nous donner des pains, on doit nous donner des postes comme des pains. Alors si tu restes sage, on va te positionner. Si tu ne restes pas sage, toi tu parles beaucoup. Toi tu es temps. Tant que nous allons rester comme ça ne peut pas marcher. Donc on doit se mobiliser. On doit se mobiliser et travailler à avoir le pouvoir. Et travailler à avoir le pouvoir, c'est avoir une idéologie, c'est avoir une vision claire. C'est savoir où on va. Et c'est comprendre les notions élémentaires, qui est la notion de souveraineté, la notion de gouvernance. C'est comprendre ses droits et devoirs. Un jeune qui ne connaît même pas sa constitution, c'est dangereux. Un jeune qui ne s'intéresse pas aux lois qu'on vote, il est dangereux pour la société. Parce que s'il ne connaît pas comment il va défendre, comment il peut comprendre celui qui est contre? Il ne peut pas comprendre. Il va te voir comme un ennemi de la nation. Il suffit, pour finir, Zoron Zora, je sais que tu es pressé, pour finir, il suffit simplement qu'un jeune vienne parler d'un président ici, on va dire, tu lui manques de respect. On infantilise la jeunesse. On a mis dans la tête du jeune que, oui, le fait de contredire une grande personne ou une autorité publiquement, politiquement, c'est un manque de respect. Vous voyez? C'est l'éducation. C'est l'aliénation qui nous amène à réfléchir de cette manière. Merci Zoron Zora, je laisse la parole à d'autres personnes.
Merci énormément, mon cher frère, le Russe, pour ce cours magistral. Et tu as absolument fait tes devoirs parce que tu es allé dans la profondeur du sujet, les détails du sujet, et tu as pris même l'exemple de la politique béninoise, puisque tu nous as d'abord parlé de la gouvernance, c'est-à-dire que les notions de gouvernance et de souveraineté, et en nous prenant l'exemple de l'Afrique dans sa généralité, et aller dans le détail de la politique béninoise, et en tirant comme un sniper, à ton habitude, tu as tiré quelques balles qui ne sont pas des balles perdues, mais avec bien visé. Je te connais pour ça. Bon, ça fait partie du jeu. Et merci les amis, merci pour tous ceux qui sont présents. Continuez de partager et tapoter. Et ce qui est extraordinaire dans cet exercice, c'est que dans le même temps qu'il y a des intervenants, vous avez des débats dans les commentaires. Vous parlez de gouvernance, vous parlez de souveraineté, vous parlez de jeunesse. Moi, je vais résumer tout ceci en une seule phrase. La libération de cette jeunesse. Une jeunesse libre. Parce que si vous voulez parler de souveraineté, c'est le fait d'une jeunesse libre. Si vous voulez parler d'une bonne gouvernance au sommet de l'État, c'est toujours le fait d'une jeunesse libre, instruite et engagée. Le Rue tout à l'heure disait que il y a un point ou deux points sur lesquels on ne s'entend pas quand nous parlons du combat générationnel, mais le Russe, non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Quand moi je parle d'un combat générationnel, que je parle de la jeunesse au pouvoir, il faut pas voir tous les jeunes au pouvoir, les aînés au garage, ce n'est pas ça, c'est faux. C'est quand on a envie de ne pas vraiment comprendre les choses qu'on commence par chercher ces détails. Tous les jeunes ne sont pas excellents. Tous les jeunes ne sont pas appelés à gérer le pouvoir. Tous les jeunes ne sont pas prêts pour le pouvoir. Et tous les vieux ne sont pas mauvais. Tous les aînés ne sont pas cupides, ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Non, pas du tout. Mais quand nous parlons d'une jeunesse au pouvoir, même les jeunes qui ne sont pas prêts font partie de cette jeunesse qu'on doit travailler en réalité. Parce que ce n'est pas parce que nous avons des pourritures entre nous qu'on va se focaliser sur ces pourritures, parce que toutes les générations ont toujours eu des pourritures. Et il n'y aura jamais un Jésus parmi nous. On ne peut que travailler qu'avec ce que nous avons. Et travailler, ça veut dire quoi? Montrer aux jeunes, même ceux-là qui ont les mêmes mentalités que certains de nos aînés, à comprendre qu'ils sont des jeunes et qui ont la capacité, qu'ils ont la force, la fougue nécessaire et le bagage nécessaire d'aller affronter le pouvoir. Et nous ne quémandons pas. Personne ne quémande ici, mais nous dénonçons. Il y a une différence entre quémander et dénoncer. Lorsqu'une jeunesse est au charbon dans les partis politiques, on ne peut pas continuer à utiliser cette jeunesse comme chair à canon. Et que cette jeunesse se dise non, c'est parce que nous ne nous sommes pas mobilisés, on ne s'est pas organisé pour prendre le pouvoir, c'est pourquoi c'est comme ça. Non, 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 pas du tout. Quand on fait partie d'un parti politique, le principe est que quand vous êtes au charbon, au moment des compétitions électorales, que vous soyez positionné. Et c'est ça, moi, mon combat aujourd'hui. Tous les jeunes qui sont dans tous les partis politiques, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition, moi, je dis d'abord, tous ces jeunes qui sont au charbon, on doit les positionner. Parce qu'il n'y a pas un marché d'expérience, en fait. Il n'y a pas un marché pour aller acheter l'expérience. Surtout en politique, lorsqu'on ne vous remet pas, c'est-à-dire lorsqu'on ne vous met pas dans l'action, vous ne pouvez jamais faire l'expérience et vous ne pouvez jamais avoir de la matière. Il faut que cela soit clair. Et donc, c'est-à-dire, j'ai toujours été clair dans ce combat. Et ce combat, je le mène depuis 2015. J'ai été combattu. Je fais partie de ceux-là qui ont parlé de jeunes pour jeunes, jeunes derrière jeunes. Je fais partie de ceux-là. Et j'ai même fait un mouvement d'humeur qu'on appelle jeunes pour jeunes, jeunes derrière jeunes, jeunes avec jeunes. Alors, la souveraineté. Quand nous parlons de souveraineté, nous parlons de l'économie. Nous parlons de la politique. Nous parlons de l'armée. Nous parlons de l'éducation. Mais le centre de tout ceci, c'est l'éducation. Comprenez qu'aujourd'hui,
notre jeunesse a un problème d'éducation. Elle est ignorante. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle constitue comme force. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle n'a pas confiance en elle-même. Elle manque d'ambition. Notre jeunesse ne rêve pas. Notre jeunesse est très limitée. Et puisqu'elle est très limitée, elle ne rêve pas, elle devient un problème pour elle-même. Il n'y a que les jeunes qui combattent les jeunes. Comprenez? Vous ne verrez aucun aîné venir en commentaire insulter Habib. Jamais. Il n'y a que les jeunes qui vont insulter Habib qui est un jeune comme eux. Vous ne verrez jamais un aîné ouvrir sa bouche comme ça pour dire « Toi, tu ne seras rien. » Jamais. Il n'y a que des jeunes qui se retrouvent dans la même tranche d'âge, dans la même génération, qui diront à un autre jeune « Toi, tu ne seras même pas un chef quartier. » Le malaise est profond. Alors, pourquoi? Parce que je vais prendre deux éléments, deux facteurs ou deux causes. Je vais prendre des causes à l'interne, ok, des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes. Pourquoi en réalité, aujourd'hui, cette jeunesse est dans cet état? C'est parce que cette jeunesse a passé tout le temps, a été manipulée pendant des années, à travers l'éducation, à travers les actions politiques. Terre à terre, lorsque nous allons à l'école, regardez l'éducation, quand nous allons à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à faire 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège, et puis je pense 6 ans à l'université pour avoir une maîtrise. Remarquez comment nous avons la maîtrise, ou bien, bon, pour nous, moi j'étais dans le cycle de licence, maîtrise, DEA et puis doctorat. Alors, aujourd'hui on parle de licence, master, doctorat. Mais remarquez avec moi que pour avoir la licence, c'est en 3e année, vous vous spécialisez avec une seule matière, et ça ne dure qu'à peine 3-4 mois de spécialisation. Vous ne connaissez rien. OK? Alors, maîtrise, vous ne connaissez rien. Vous sortez de l'université avec peu de bagages, peu de savoir-faire, peu de notions. Vous êtes éduqué, je dirais, vous êtes instruit au perroquet. On vous donne de la matière au perroquet. Vous répétez, vous bûchez, et puis vous venez déverser. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que ce système est pourri. Parce qu'à la base, l'histoire même de ce système, c'est un système d'abrutissement. L'histoire même de ce système, c'est un système d'asservissement. Ce n'est pas un système pour rendre cette jeunesse autonome à la base. Et donc, c'est normal que ce programme soit programmé pour être obsolète. Et actuellement, il est obsolète. Mais pourquoi en réalité, malgré que tout le monde soit conscient que le système est obsolète, et ne donne pas de la matière à cette jeunesse, de la connaissance à cette jeunesse et du savoir-faire à cette jeunesse pour qu'elle puisse affronter le pouvoir, pour qu'elle puisse rendre souverain son pays, ok? Pourquoi on investit des millions? Pourquoi on investit des milliards? C'est là que vous allez comprendre pourquoi notre pays est dans cet état. Tout simplement parce que une jeunesse à la traîne, une jeunesse sans emploi, une jeunesse qui a la quête de 1000 francs, 2000, c'est une proie pour les aînés politiques. Et c'est un problème pour elle-même. Je m'explique. Je reprends en un français terre à terre. Lorsque vous voyez, c'est-à-dire pourquoi l'éducation est utilisée comme outil c'est-à-dire d'abrutissement de cette jeunesse qui ne pourra réellement pas prendre la mesure des choses. Tout ce que vous venez d'expliquer, cette jeunesse qui est distraite, c'est lié à l'éducation. Tout est lié à l'éducation. Et pourquoi, malgré que tout le monde est conscient aujourd'hui que cette éducation nous arnaque, tue le génie qui est en nous, pourquoi on n'a pas le courage de redéfinir cette éducation? Parce que, en vrai, c'est un outil pour maintenir cette jeunesse dans la position dans laquelle elle est. Et pourquoi? Alors, lorsque tu sors de l'université, vous sortez de l'université avec une licence, avec une maîtrise, nanti de diplôme, mais vous ne savez rien faire. Vous parlez français, comme je parle.
Mais quand on vous dit, quand on vous met devant certaines situations, vous n'êtes pas capable de, ne serait-ce que de réfléchir et de trouver des solutions. Pourquoi, malgré tout le temps passé dans le système, quand vous sortez, vous n'êtes pas capable de saisir des opportunités? Et donc, vous ne pouvez pas être de grands opérateurs économiques, de grands hommes d'affaires, des gens qui créent de la matière et qui engagent. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela apporte en fait à nos aînés ou bien à la classe politique? C'est simple. Une jeunesse qui a faim, une jeunesse qui a la traîne, une jeunesse qui peine à trouver 2 repas par jour. C'est une jeunesse qui, à un moment donné, perd la confiance en elle-même. C'est une jeunesse qui ne calcule plus sa dignité, qui n'est plus dans quelque chose de dignité parce qu'elle a faim. C'est une jeunesse qui est manipulable avec les miettes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, c'est-à-dire le fait que les jeunes ne peuvent pas se mettre ensemble pour créer de grands partis ou bien de grands mouvements. Vous n'avez pas remarqué quand nous nous mettons ensemble pour créer des mouvements de 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec 100 000, 200 000, le mouvement se cache, chacun prend sa route. Pourquoi? Parce qu'elle a fait cette jeunesse. Parce que cette jeunesse est maintenue dans la faim, dans la pauvreté, dans la précarité, dans le chômage. Et donc, pour utiliser cette jeunesse, on attend le bon moment. On attend quelques mois des élections. Pour utiliser sa jeunesse, on est dans l'ombre, mais on prend une partie de cette jeunesse qui a vraiment faim pour combattre les autres qui peut-être ont trouvé quelque chose quelque part ou bien qui essaient de jongler. Et on dit, toi, tu as déjà trouvé à manger. Ne nous conduis pas dans la merde. Et puisque cette jeunesse n'a pas faim, elle n'a pas de dignité, elle n'est pas unie, elle est rapidement, c'est-à-dire on peut la mater à tout moment. On peut inscrire dans sa tête et dans son cœur la peur, la terreur. Et donc incapable pour elle de se mettre ensemble. Et si elle n'est pas capable de se mettre ensemble, elle ne pourra jamais opérer des révolutions. Impossible. Elle ne pourra jamais dire non à la manipulation politique. Elle ne pourra jamais prendre les choses en main en tant que jeunesse, en tant que force de l'avenir. Et ne pensez pas que parce que cette jeunesse, elle est dans cet état, le pays ne sera pas géré. Non, le pays sera géré. Et comment? Parce que ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui détiennent le pouvoir depuis des années d'ailleurs, préparent leurs enfants. Leurs enfants ne réagissent pas comme nous. Leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que nous. Leurs enfants ne se retrouvent pas dans les mêmes divertissements que nous. Ils préparent leurs enfants pour le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on met dans la tête de cette jeunesse pauvre qui... Un pauvre est en bas. Un pauvre ne doit pas avoir des ambitions. Et quand Habib Ahmed, au soir de ses 34 ans, dit « Je veux être président de la République », ça commence par jazzer. Au sein de quelle jeunesse? Au sein de ça, les jeunesses, c'est-à-dire les jeunes qui ont les mêmes caractéristiques que lui. Vous imaginez l'absurdité, vous imaginez le malaise. Ce n'est pas que les autres jeunes disent « Ouais, mais quand même, c'est un jeune comme nous. C'est quelqu'un avec qui nous jouons le foot ici. C'est quelqu'un avec qui nous partageons des panels. Apportons-lui de la matière. Montrons-lui la voie. Donnons-lui de la force, mettons-nous ensemble. Et quand on dit le pouvoir, ce n'est pas seulement un seul individu, c'est beaucoup d'autres individus. Vous ne verrez pas ça. Parce que dans notre tête, on nous a arraché cette partie qui nous permet de comprendre que non, Aziz elle est non bon Satan. Et vous allez remarquer que malgré que nos aînés aient des comportements bizarres, nous là, nous nous comparons à Jésus-Christ. Regardez que parmi nous là, c'est qu'on n'a pas beaucoup, mais le peu que nous avons, on les élimine avec des critères sordides nous-mêmes. Un jeune va te dire, est-ce que tu as l'argent? Toi, tu veux devenir député, est-ce que tu as l'argent? Un jeune va te dire, non, tu ne peux pas être président parce que tu dragues des femmes. On te voit trop avec les femmes. Un jeune comme toi va te dire, non, tu partages, tu fais des lives avec nous. Puisque tu es sur les réseaux sociaux, bien sûr, tu es sur TikTok, on ne veut pas avoir un président influenceur. Si vous voyez cette jeunesse qui utilise même ses propres armes pour aller au combat contre elle-même,
les armes vers elle. Il ne peut jamais y avoir de souveraineté comme ça. Parce que la souveraineté, le noyau même de ce combat souverain, c'est la jeunesse. Et je vais répéter Kémy Séba. Et c'est la difficulté que Kémy Séba a dans la lutte panafricaine. Parce que ce que les élites ne sont pas arrivées à faire pour le peuple le fera de lui-même. Vous savez ce que ça signifie? Mais pour que le peuple le fasse de lui-même, il faut que sa jeunesse soit unie. Il faut que la jeunesse ivoirienne puisse se mettre ensemble avec la jeunesse togolaise, puisse se mettre ensemble avec la jeunesse béninoise, la jeunesse du Niger, et puis ensemble, qu'on crée l'émeute, qu'on se mobilise dans toutes les rues de l'Afrique pour dire niet à l'oligarchie française, niet à toutes les formes de domination. Désormais, nous décidons d'aller avec qui nous voulons, nous décidons de nous mettre en contrat avec qui nous voulons. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui nous conduit d'ailleurs à ce que nous appelons les causes extérieures. Pourquoi l'UNESCO met des milliards dans le système éducatif? Pourtant, le système est pourri. Pourquoi l'UNESCO met? Pourquoi les institutions de Bretton Woods soutiennent le système éducatif? C'est parce que le système détourne la jeunesse de l'unité, de l'union et de la mobilisation, et détourne la jeunesse de la souveraineté, la vraie souveraineté. Lorsqu'un système est basé sur Charles de Gaulle, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Socrate, Auguste Comte, vous ne pouvez jamais être fier de qui étaient vos ancêtres. Vous ne pouvez pas savoir ce que vos ancêtres ont subi. Et vous ne pouvez pas savoir dans quel état se retrouve aujourd'hui votre peuple ou bien votre pays. Vous ne connaissez pas les chaînes de domination. Parce que le système vous éloigne de ces chaînes de domination. À quel moment vous allez vous mettre ensemble? Vous allez toujours parler du Gabon, du Bénin, des barrières comme les frontières et autres. Et c'est ce système parce que un système éducatif, c'est comme une moule. Quand vous chargez du ciment et du sable dedans, lorsque vous montez la moule, la brique qui sort, ça prend la forme de la moule. Et donc, un système d'abrutissement ne peut que faire sortir des abrutis, des illettrés, des analphabètes de leur propre histoire, des analphabètes de leur richesse. Et c'est dans ça que nous sommes. Combien de jeunes connaissent ce qu'on appelle le panafricanisme? Combien de jeunes savent, c'est-à-dire les questions géostratégiques, géopolitiques? Combien? Non. Il faut sortir de l'université même pour aller apprendre. Vous n'apprenez pas ça au cours de votre cursus. Et on parle de 18 ans ou bien de 17 ans de vie dans ce système. Et donc, on voit les autres comme le paradis. On voit les autres comme le modèle, sans savoir que nous avons tout et que sans nous, ces gens-là ne seront jamais des modèles. Et donc, souveraineté, oui, c'est bien beau. C'est bien beau, les amis. C'est bien beau de parler de souveraineté. Mais on ne peut jamais avoir de souveraineté si nous ne travaillons pas sur la mentalité. C'est-à-dire si nous ne détruisons pas cette mentalité que le système nous a inculquée. Et je ne parle... Et remarquez, c'est vrai que notre éducation aussi en partie, à un moment donné, a été utilisée d'une certaine manière pour nous diviser. Quand on dit ou bien quand tu te bats, quand tu donnes ta poitrine pour tout le monde, quelqu'un reste derrière pour dire « Emma intérêt de demain, hein? » Vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire, notre éducation à la base, je n'accuse pas seulement l'éducation coloniale, même l'éducation à la base est une éducation qui décourage le militantisme. C'est une éducation qui décourage le militantisme. Lorsque moi, je me bats à l'université, ma maman perd à son âme, je l'adore. Fofo, amana Dieu et doigt. Ateblon yé din kika emana tourner. Walo pono gewe c'est de l'université si Jésus est rien. Parce que on ne nous a jamais appris à donner notre poitrine pour que tout le monde reste derrière. Et ça, c'est ce que le militantisme apprend. On veut aller où? On va parler.
Et à un moment donné, vous savez ce qui va se passer? Il y a deux manières pour cette jeunesse de prendre le pouvoir. OK? La première manière va permettre à cette jeunesse d'opérer les réformes profondes pour aller à une souveraineté. Et la deuxième manière, qui est la manière la plus courante, va maintenir cette jeunesse toujours dans la dépendance, toujours dans la position de sous-traitant. La première manière, c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, c'est ce pouvoir que nous recherchons au quotidien en criant sur les réseaux sociaux. C'est ce pouvoir qui dit, si ce n'est pas Habib, c'est personne. Habib n'a pas les moyens, on ira cotiser pour lui. On ira dans les marchés. On va battre le macadam pour que Habib soit notre porte-parole. Il ne vient pas des grandes familles qui ont le pouvoir, mais c'est quelqu'un qui connaît nos problèmes, qui connaît nos aspirations. Quand ce Habib a le pouvoir, il ne doit rien aux puissances. Il ne doit rien à un aîné. Il n'a de compte qu'à rendre à son peuple et à sa génération qui est arrivé à l'imposer comme dirigeant. Il aura une certaine possibilité, une certaine force et un courage donné pour opérer les vraies réformes qui peuvent déranger même ceux qui ont, c'est-à-dire leur coude sur notre cou. Ça, c'est le pouvoir. Il est libre. Il n'y a que son peuple à qui il doit des comptes. Il est protégé par son peuple. Il est encadré par son peuple. Ça, c'est le pouvoir légitime. Le pouvoir du peuple. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on nous a trop détruits. On nous a trop divisés. Parmi nous, la personne ne doit monter. Il faut aller chercher un étranger. Remarquez que nous votons pour des étrangers. Prenez 20 jeunes, 50 jeunes sur la toile, TikTok ici, ou bien n'importe où. Dites-leur de citer le nom de 5 députés ou bien de 10 députés à l'Assemblée nationale sur les 109. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Et qui veut aller décider à leur place? Qui veut les aider à l'Assemblée nationale? Qui veut parler du chômage des jeunes? Et remarquez, toute la gouvernance, c'est contre les intérêts de la jeunesse. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous n'observez pas. Deuxième manière pour prendre le pouvoir, Zora, c'est ce que tout le monde fait. C'est être le bon petit d'un leader. C'est soutenir un candidat. Passer par les couloirs des aînés, montrer aux aînés que si vous me positionnez, je serai toujours votre bon petit. Et quand l'aîné est là, et donc on te met d'abord comme suppléant de l'aîné, et puis quand l'aîné s'efface un peu, bien l'aîné est nommé comme ministre, tu deviens député. Et tu ne dois rien à ta jeunesse, à ta génération, et tu ne dois rien au peuple. Tu dois tout à cet aîné, ou bien au système qui t'a placé. Et donc même quand tes propres camarades pleurent derrière pour dire que lui il est allé à l'Assemblée nationale, il ne nous défend pas, ils ne peuvent pas vous défendre. Parce qu'il répond à des ordres. On est en politique. Rien à foutre. Et peut-être que lorsqu'il est venu sur le terrain en tant que jeune, vous lui avez demandé de l'argent, il a distribué 1000 francs, 2000. C'est quelqu'un qui lui a remis les moyens. Donc une fois qu'il a le pouvoir, il ne vous doit absolument rien. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de jeunes. Tous ceux-là qui sont jeunes là et qui ont le pouvoir, dites-moi, c'est vous qui lui avez remis le pouvoir? Non, ce n'est pas vous. Remarquez, ceux qui sont des ministres jeunes, députés jeunes, combien parmi vous ont cotisé pour leur caution? Combien parmi vous se sont mobilisés pour aller sur le terrain ventre creux, pour battre le macadam, pour faire campagne pour eux? Combien? Aucun d'entre vous. Au contraire, vous leur avez demandé. Et s'ils ont été positionnés, c'est grâce à un aîné pour qui ils ont été un bon petit. Et quand c'est comme ça, aucune souveraineté ne serait possible. Les seuls qui peuvent opérer une souveraineté, c'est des gens qui ont décidé d'être indépendants, de s'organiser pour affronter les compétitions électorales. Alors, c'est bien beau ce rêve de souveraineté, je vais chuter par là. C'est bien beau. On a envie d'être souverain. C'est très bien d'être souverain. On a envie d'être un grand peuple au conseil des autres peuples. Mais est-ce que c'est possible avec une jeunesse marginalisée?
Est-ce que c'est possible avec une jeunesse à qui on a arraché l'envie de rêver? C'est-à-dire la capacité, regardez, j'ai vu, moi je travaille avec une association, la Chorba. C'est une association les associations comme les Restos du Cœur qui partagent des repas aux personnes en difficulté. Et ça a été une très belle expérience. Tu rencontres les gens de toutes les nationalités, des Béninois, tout le monde. Et tu vois la vie des autres. Mais il y a une sœur qui est, elle est française. Le jour qu'elle m'a posé la question, mais Monsieur Habib, vous faites quoi? Mais Habib, tu fais quoi? Je lui ai dit, bon, je suis activiste politique, très connu sur les réseaux sociaux, j'ai milité. Je lui ai fait, quand elle a entendu, quand j'ai parlé de mon parcours, Zora, je dis, c'est une jeune soeur, hein, je suis plus âgé qu'elle. Vous savez ce qu'elle a dit? Mais toi, tu es un futur président de la République. Je dis, ah non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il dit, mais si tu étais en France, mais tu es parti. Et on a passé plus de 2h30 à parler que politique. Que politique, je vous dis. Je dis, mais est-ce que un jour, nous, notre jeunesse, vous voyez des enfants qui parlent politique, ils comprennent comment ça se passe. Mais nous, et on travaille même pour nous éloigner de la chose politique. On estime que c'est mauvais, c'est méchant parce que les aînés se sont fait des coups bas. On éloigne la jeunesse de la politique. À quel moment on veut aller à une souveraineté? À quel moment on veut être libre? Vous blaguez. Et tant que nous n'allons pas comprendre, rien ne se fera pour nous. Les gens vont toujours prendre le pouvoir et gérer le pouvoir entre eux. On aura toujours faim, on sera toujours à genoux. Moi, je dis ça pour chuter, pour dire à tous les camarades qui sont ici, la souveraineté, c'est bien beau, mais si nous ne faisons pas un travail sérieux sur nous-mêmes et que nous attendons que le Jésus, là, vienne du ciel pour nous aider, je pense que on va beau parler, on va beau organiser des panels, on va faire des lives, mais à un moment donné, on sera tous obligés de nous mettre en réalité sous couvert ou bien voilà sous couvert d'un aîné pour ne serait-ce qu'avoir une petite parcelle de pouvoir. On ne fera jamais ce que les gens ont fait au Sénégal. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas le même peuple. Nous sommes des peureux, on le dit. C'est-à-dire des peureux. C'est dommage. Merci. Merci beaucoup, Général.